Alors, pour le titre, je ne me suis pas cassé la tête, c'est pas très innovant. J'ai repris le titre d'un ouvrage, c'est le titre éponyme d'un ouvrage que j'ai coécrit en 2012 avec Elmar Mock, M-O-C-K, qui est un inventeur en série depuis plus de 30 ans, qui est notamment le co-inventeur de la montre Swatch, qui est extrêmement connu dans l'industrie européenne, et qui est à la tête d'une société de conception innovante qui innove pour d'autres, les autres étant des grands groupes, en tout cas dans un secret, une intimité des affaires qui fait que la marque n'est pas connue, mais que la connaissance de l'activité d'innovation pour Elmar Mock l'est. Et c'est cette rencontre entre nous qui a donné lieu à l'ouvrage. Le titre qu'on a retenu a été choisi pour marquer le côté processuel, le côté en train de se faire. Il y a beaucoup d'ambiguïté autour du mot innovation, tout le monde en parle, il y a des réunions tout le temps, partout. Et ces ambiguïtés masquent en partie une distinction entre l'innovation comme résultat et l'innovation comme processus. Il y a plein d'acteurs dans le monde scientifique, notamment les chercheurs en gestion, mais pas seulement. On verra dans un instant, il y a toute une tradition ingénierique qui s'intéresse à ces processus, alors que la plupart des discours de politique économique s'intéressent à l'innovation plutôt du côté du résultat. Et donc l'enjeu pour nous, et je nous englobe tous dans ce nous, c'est bien de comprendre quels sont les processus à l'œuvre et ce qu'on peut apprendre des travaux récents, des travaux auxquels les collègues d'ici et d'ailleurs ont déjà contribué. Et ce mot d'expression fabrique de l'innovation, on va l'associer, je vais l'associer dans la suite de l'exposé à deux régimes. Les processus peuvent être plus ou moins innovants, en fait. Et là aussi, l'une des ambiguïtés du mot innovation, c'est qu'il y a toutes les sauces. La portée du mot s'affadit. Or, elle a une portée historique qui est très forte. Elle est plus ou moins rénovation, plus ou moins innovation, plus ou moins radicale. Et il y a un régime de fabrique de l'innovation qui est plus innovant que l'autre. Et j'opposerai l'innovant et le réglé. Et j'utiliserai aussi dans la suite de mon topo le mot conception. Et exactement pour renvoyer de façon générique au processus, vous verrez par évocation de la théorie CK que ça renvoie aussi à des théories de la conception. Et donc il y a deux régimes de la conception, un régime de conception innovante et un régime de conception réglée. Mais l'objet n'est pas de discuter du vocabulaire, on peut le faire, hein, ça peut être des sujets passionnants de se caler, ben, ça m'arrive de le faire avec d'autres disciplines, des philosophes ou des politiques, des gens du ministère, caler les mots, tous ces mots qui qualifient l'innovation. L'enjeu ici, là pour moi ce soir, c'est d'abord de rentrer par des enjeux de conception innovante et puis d'avancer sur une compréhension de la gestion de leur processus. En s'assurant bien qu'il n'y a pas que la gestion qui a des choses à dire sur ces processus, mais c'est de cette petite fenêtre que nous partageons avec un certain nombre de collègues ici que je parlerai. Il y aurait pas mal d'enjeux à mettre en avant, je vais simplement en retenir autour de ce qu'on a appelé dans les travaux de conception innovante les enjeux en termes d'identité. L'identité d'un objet, quand je parlerai d'objet, ce sera là encore de façon très générique pour caractériser ce qui est à concevoir ou ce qui est à rénover. Un objet, ça peut être un produit, un processus, un service, un système, une relation, un territoire. Et les objets sont définis par des propriétés. Quand on dit des mots comme une nuitée d'hôtel, un service bancaire, prendre le train pour venir de Paris à Clermont-Ferrand, on a tout de suite une représentation des propriétés qui sont attachées aux objets. Ça veut dire que tous les objets ont des propriétés qui se sont construites, ont une histoire, et l'un des enjeux de l'innovation radicale, de l'innovation d'exploration, la conception innovante, c'est de remettre en cause, de briser, de casser, de contester l'identité des objets. L'identité d'un objet, c'est ce qui nous amène à le reconnaître pour ce qu'il est. Or, je balayerai simplement, mais très vite, quelques exemples qui ont tous été travaillés, étudiés par des chercheurs, et parfois dans des dispositifs de type Open Lab. Tu évoquais, Pascal, nos collègues de Montréal, grâce à eux, l'été dernier, j'ai enfin rencontré de l'intérieur ceux que je ne connaissais que de l'extérieur pour avoir beaucoup lu.
Le Cirque du Soleil, qui a d'ailleurs été vendu il y a 15 jours, ils ont failli être vendu au Qatari. Bon, il y a eu une montée en puissance du territoire québécois pour garder l'identité du cirque. L'identité, elle est québécoise, mais il y a 30 ans, quand le Cirque du Soleil a été conçu, c'était pour inventer, littéralement, et diffuser, et ils l'ont fait de manière époustouflante, c'est une machine à cash, une nouvelle forme de spectacle, qui représentait quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusque-là, qui est évidemment emprunté à des formes existantes, mais qui, dans l'expérience du client, dans le modèle d'affaires, dans la signature, dans la marque du Cirque du Soleil, a créé quelque chose qui n'existait pas. Ils ont été copiés, et d'ailleurs une partie de la copie est à l'origine de leur difficulté actuelle. Il y a beaucoup de choses sur le Cirque du Soleil qui est un cas tout à fait passionnant. Le Vélib et enfin, tous les systèmes de vélo partagés sont des cas intéressants, parce que si on prend ne serait-ce que 15 ans de recul, on aurait du mal, 15 ans en avant, à imaginer le brief de conception d'un système de vélo comme ça. C'est un vélo dont on n'est plus propriétaire, il faut embaucher des informaticiens, des spécialistes de supply chain, il faut négocier avec les collectivités locales. Les gens qui ont fait ça ne sont pas les gens du vélo. Nous aussi, on travaille avec Quechua, on travaille aussi avec Between, qui est la marque de vélo de Decathlon Corporate, troisième marque de vélo mondiale. C'est pas Between qui a fait ça. Donc, c'est des propriétés nouvelles portées par des acteurs nouveaux. C'est un très bon cas d'innovation. Bon, on pourrait aussi montrer facilement que cette tente est devenue une référence. Et là encore, avec, là c'est moins de 15 ans, c'est 9 ans de recul. Les tentes canadiennes qui étaient si difficiles à monter, qui déclinaient comme marché, ont été relancées. Et l'histoire de cette conception innovante, qui est assez méconnue d'ailleurs, est tout à fait intéressante. Et ce n'est pas le fait du hasard. Et progressivement, mon propos va être de comprendre comment, systématiquement, on s'organise pour réviser l'identité des produits. L'enjeu, pour moi, il est véritablement là, l'identité des objets. Tous les objets ne sont pas des produits. Bon, alors, ce bâtiment est tout neuf, mais en même temps, il incarne une identité où, alors, le conférencier n'est pas au pupitre, mais il est quand même assis face à des gens qui l'écoutent, pour l'instant, très, très sagement, un modèle d'enseignement où, ici, on a notre République, le maître parle aux élèves, et puis on est tous embarqués dans des formes qui révisent complètement la manière dont on enseigne. Hein, comme d'autres, moi je sors d'un MOOC, voilà, tout ça c'est en train de voler en éclats, et derrière, l'invention de ces nouvelles propriétés fait partie du programme de la conception innovante. Quand ce téléphone est lancé en 2007, le patron d'Apple fait un exposé brillantissime qui est accessible sur Internet, il suffit de retourner le voir, qui dure 1h15, où il explique qu'avec cet objet, dont il dévoile le nom, et dont on a eu, dans les premières semaines, du mal à comprendre ce qu'il allait faire, on allait pouvoir faire des choses totalement nouvelles, qui n'existaient pas. Il crée une nouvelle référence dans un marché qu'il contribue à créer. Grâce à nos collègues de Montréal, moi j'ai découvert comment, en 30 années de travail, Ferran Adria, ici représenté sur cette photo, a brisé, en travaillant avec plein de traditions différentes comme l'architecture et les arts, les codes de la cuisine gastronomique classique, et en particulier de la cuisine catalane et européenne. Et il a inventé, même s'il réfute la terminologie, une forme moléculaire de cuisine qui va jusqu'à une nouvelle expérience de consommation par le client. C'est 30 ans de travail avant qu'émerge ce résultat qui a été jugé comme innovant. Et si on nous avait dit il y a quelques années qu'on ferait du cerf-volant sur l'eau, c'était évidemment aberrant, on aurait tout arrêté. Et puis je vous reparlerai de la Swatch dans pas longtemps parce que c'est un bon cas. Alors, pour passer ces exemples sur l'identité, et encore une fois, qui n'est qu'un des enjeux de la conception innovante, et repartir un tout petit peu en généralité, on a deux grands cadres pour traiter de la conception des processus de la fabrique de l'innovation. Un cadre plus ou moins réglé, plus ou moins innovant. Il y a des travaux sur l'histoire de la conception réglée qui est très ancienne et qui, vous allez voir au fur et à mesure de nos échanges, nous marque. Beaucoup de nos représentations sur la fabrique de l'innovation sont marquées par la conception réglée. Et je vais donner quelques exemples dans un instant, mais c'est très ancien. Ça émerge avec la révolution industrielle du 19e, la deuxième révolution industrielle, et ça a représenté, dans un modèle industriel classique, une manière de faire de l'innovation. Or, il y en a d'autres. Sur un plan théorique, du côté du réglé, on a beaucoup d'outils, notamment des outils de raisonnement, qui renvoient au processus de décision. L'optimisation, le choix, la programmation.
Autrement dit, des outils qui cherchent à rationaliser la décision dans des espaces connus. Du côté de l'innovant, on bascule dans des enjeux théoriques où il faut être capable de définir des propriétés qui n'existent pas au début du raisonnement. Donc il faut avancer dans l'inconnu. Et l'un des intérêts des travaux récents, et là aussi, dans le peu de temps qui reste, je vais en dire quelques mots, on a des processus formels qui permettent d'avancer dans l'inconnu et donc de fabriquer de l'innovation radicale, pour utiliser un terme plus commun. Le régler contre l'innovant, quelques exemples. Bon, les normes, des processus stage gate, je crois que c'est le transparent suivant. De l'autre côté, des connexions improbables, des concepts fous. J'adore le concept de vache qui vole, sur lequel je fais Flores depuis qu'Elmar Mock me l'a soufflé il y a quelques années, qui n'a l'air de rien, mais qui peut nous amener assez loin dans des raisonnements de conception innovants. Je ne le développe pas là. Je le disais, la conception réglée à emprunt de représentation des processus d'innovation. Si vous googlisez ou utilisez un autre moteur de recherche sur les processus d'innovation, vous tombez très rapidement sur des formes de gestion de ce type par étape, où c'est décliné toujours sur le même principe de filtrage progressif d'idées, de concepts évidemment originaux par rapport à l'existant. On va éliminer les mauvaises idées pour imposer les bonnes à la diffusion, à son marché ou à la diffusion dans une communauté, pour reprendre le terme que Pascal évoquait. On trouve beaucoup de cas d'objets où, et je n'abuserai pas des petits dessins après celui-là, où la conception réglée va s'évertuer à rénover, à ajouter des dispositifs à un système qui existe déjà, à une identité qui existe déjà. La littérature utilise beaucoup le terme de dominant design, d'architecture dominante, à des propriétés que l'histoire a construites, qui se sont imposées et que l'on va contribuer à renforcer par des processus d'innovation. Pour fabriquer cette innovation, on se règle, on utilise des méthodes qui, grosso modo, vont mobiliser en gestion des métiers connus et qu'on peut résumer de la manière suivante. Et dans un instant, l'enjeu, ce sera de passer à l'autre partie du tableau pour en finir sur la conception réglée. L'enjeu est de renforcer l'identité des objets, de la stabiliser. Quand on est une entreprise qui est répartie économiquement, ça veut dire que du point de vue des processus de gestion, on a l'énorme avantage, et les outils de gestion qui en découlent, c'est l'avantage de connaître la cible. En gestion de projet, on parle de cahier des charges. On peut très bien faire des innovations à partir d'une cible définie, et à partir de là, on a un pilotage téléologique, c'est-à-dire à la cible, où on est capable de mesurer les écarts de sa fabrique d'innovation au regard des objectifs qu'on s'est fixés. On connaît la valeur, on connaît les métiers, on connaît les valeurs économiques, les valeurs d'usage, les valeurs symboliques. Bon. Et l'enjeu de la conception innovante, il est un programme de recherche. C'est pas comme ça que je veux le présenter pour la suite. Je voudrais mettre l'accent sur quatre points. Là, c'est le pendant, le vis-à-vis de ces caractéristiques de la conception réglée. La fabrique de la conception innovante pose des problèmes. Elle n'a pas les boîtes à outils qu'on peut trouver même sur Internet de la conception réglée. Elle relève pour partie d'expérimentation, de petites entreprises, de collaborations inédites, de grandes entreprises, et beaucoup de travaux de recherche sont en cours sur ce sujet. Tous ceux qui vendraient des solutions toutes faites sur l'innovation de rupture sont sujets à caution. En tout cas, si leur propos est général et systématique. Alors, les 4 points que je voudrais vous livrer pour qu'ensuite on en discute, et j'annonce tout de suite que j'insisterai davantage sur le premier que sur les 3 autres, ne sont pas exhaustifs, mais relèvent en partie du programme de travail du laboratoire au CNAM et des terrains de recherche qui sont les miens. D'abord, je ne vais pas annoncer le plan maintenant, vous les verrez apparaître au fur et à mesure. D'abord, un point qui est le plus complexe à comprendre, et c'est celui qui a les sous-bassements théoriques les plus solides, et en même temps les plus innovants. D'abord, un principe de raisonnement. C'est-à-dire, en fait, que c'est un principe cognitif. Je regarde de très près ce que font les psychologues de la créativité. J'invite
à lire les travaux notamment de Todd Lubar, qui est un des grands spécialistes en psychologie, à s'intéresser à la créativité telle que les entreprises et les chercheurs en gestion et les ingénieurs travaillent ces questions. Donc, le premier principe est un principe de compréhension de la manière dont ceux qui ont à concevoir de façon innovante raisonnent. Et quand je dis ceux, ce sont évidemment des collectifs. On élimine le cas des raisonnements individuels où un individu va isolément, supposément isolément, trouver une idée très originale, très innovante. Pour ramasser le portrait, il y a deux grandes traditions de la conception et de la conception innovante. L'une qui s'ancre, c'est un dessin que j'évoquais les psychologues, dans une tradition créative, psychologique, qui s'intéresse au raisonnement, notamment à l'analogie, et qui trouve aujourd'hui son pendant dans toutes les méthodes de créativité. Et on a tout un courant qui est lié à l'ingénierie, qui d'ailleurs est à l'origine de l'histoire de la conception réglée, qui nous a inventé la R&D, la recherche en production, le bureau d'études, et pendant des années, un petit siècle, il y a une séparation historique de ces deux grandes traditions. Il y a des moments de l'histoire, très loin dans l'histoire, à la Renaissance, on va trouver, même si l'ingénierie n'est pas aboutie, des moments très innovants dans le monde occidental de réunion de ces traditions. Il y a une période absolument incontournable à étudier, c'est le Bauhaus, avant que les nazis ne l'éliminent comme un moment inquiétant de la créativité, où d'ailleurs on va inventer le design industriel, où on réunit ces deux traditions. C'est banal de constater qu'on a besoin pour innover de s'ancrer dans ces deux grandes traditions. Une tradition des concepts, une tradition des idées folles, la vache qui vole, et une tradition de la connaissance. Ce qui, en les réunissant, mais leur réunion n'a rien de spontané, puisque ces traditions ont été historiquement séparées. On voit d'ailleurs dans les programmes d'enseignement émerger progressivement, parfois au forceps, la réunion de ces deux traditions, mais on voit encore beaucoup de programmes qui les séparent. Un designer seul aurait du mal à concevoir le Ziguel, parce que pour concevoir le Ziguel, à ce système d'orientation mobile qui bouge avec le corps, il faut connaître la gyroscopie. Et à l'origine, c'est un travail d'ingénieur. Mais la connaissance gyroscopique ne suffit pas à engendrer une telle innovation. Et il y a des montagnes d'exemples, ici j'ai repris la clé USB, où le monde de la science a inventé, et il va avoir besoin de recourir à des concepts qui transforment, qui inventent des usages pour associer la connaissance à ce concept innovant et le transformer en innovation. J'évoquais tout à l'heure le Cirque du Soleil. C'est une entreprise qui est en crise. C'est une entreprise en bas à droite qui a un centre de conception extrêmement avancé à Montréal. On pourrait se croire dans n'importe quelle entreprise banale. C'est une entreprise qui, aujourd'hui, sont à peu près 4500 à la moitié d'artistes et la moitié de ces personnels qui travaillent dans d'autres métiers, et notamment dans des métiers de l'ingénierie. Et in fine, ce qui est livré est un spectacle nouveau, un spectacle original. Or, l'enjeu est de comprendre comment on réunit, pour fabriquer de la conception innovante, le concept et la connaissance. Et alors là, et je sais qu'on va en discuter, et je ne vais pas être trop long sur le sujet, je vais l'illustrer après en avoir donné quelques éléments de repère. Il y a un travail qui est d'abord un travail théorique qui a été entrepris il y a 20 ans à l'école des mines de Paris, au départ autour d'Armand Hatchel et Benoît Veil, un programme qui a été largement amplifié. Et ce travail à l'origine théorique est un travail de compréhension du raisonnement en conception innovante. Comment raisonnent les concepteurs en conception innovante? Ils raisonnent entre deux espaces qui sont séparés. L'espace des concepts défini comme l'espace de toutes les propositions, même si elles sont illogiques, même si elles sont folles, même si elles sont réfutables au moment où elles sont prononcées.
L'espace des connaissances, lui, est défini comme l'espace de toutes les propositions connues, utilisables, validables, réfutables. Les connaissances ont ce statut intéressant qu'on peut les mobiliser, qu'on peut les utiliser, parce qu'il y a des experts qui les détiennent et qui savent dans quel contexte, avec quelles conditions et quelles fonctionnalités on peut s'en servir. Et le raisonnement va se construire comme un échange entre un espace des connaissances et un espace des concepts, avec la nécessité, vous allez le voir dans les exemples, d'accroître les poches, les îlots de connaissances, pour en retour ajouter progressivement des propriétés nouvelles au concept. Et dans les formalisations de ces cas aujourd'hui, on arrive, et ça c'est un des atouts et des intérêts, je trouve, de ce raisonnement, on voit progressivement au fur et à mesure du raisonnement s'ajouter des propriétés nouvelles au fur et à mesure que l'on avance dans les échanges entre les deux espaces. Alors, progressivement, ce qui était un programme théorique, c'est orienté, et c'est ce qui m'intéresse au CLAB, dans le cycle de la formation continue, vers des applications plus concrètes qui mobilisent le raisonnement à la fois entre les deux espaces et au sein de chaque espace. Et pour terminer sur ce premier point, je voudrais m'intéresser au rapport le plus singulier, le plus original, qui est le rapport de cas versés, c'est-à-dire du connu vers l'inconnu, de propositions qui existent, mais auxquelles celui qui se pose la question n'a pas forcément accès, donc il va falloir qu'il mobilise, qu'il accède à cette connaissance pour engendrer de l'inconnu. C'est un chemin qui est assez rassurant, fabriquer des concepts à partir de connaissances. Et des concepts d'autant plus robustes qu'ils viennent de propositions logiques et propositions qui existent. C'est la piste la plus féconde de ces cas. Or, elle est difficile et assez longue à mettre en œuvre. Je vais là l'illustrer rétrospectivement. Parce que dans le cadre d'une conférence, on ne va pas se lancer dans un atelier de conception où on partirait d'un brief innovant qu'on co-inventerait. Je vais m'en servir a posteriori. C'est d'ailleurs l'un des intérêts de ces cas, c'est de relire après coup des histoires d'innovation. Ce n'est pas le seul, et c'est là que je retombe sur la montre Swatch. D'ailleurs, ma montre n'a pas l'heure, Pascal. Mais mon ordinateur là. Okay. Tu as 25 minutes. Oh, c'est bien. Moi, c'est bien, ça correspond au temps que j'avais laissé. À gauche, j'ai reporté le concept zéro au concept initial. C'est le brief de conception que se pose. Alors là, on est 30 ans en arrière, un petit peu plus. À la toute fin des années 35 ans, à la toute fin des années 70, 1980 très exactement, les horlogers suisses qui traversent une crise absolument vertigineuse. La Suisse a dominé le monde de l'horlogerie pendant 200 ans, et ça aussi c'est une leçon de l'histoire. L'entreprise est un collectif qui a vocation à se transformer ou à disparaître. Les Suisses ont dominé, pour des raisons que les historiens connaissent bien, le monde de l'horlogerie, avec progressivement une construction de sa conscience de sa supériorité. En 1914, de mémoire, les Suisses contrôlent 95% du marché mondial. Ils sont à 90% au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont à 85% en 1970. Et à la fin des années 70, en moins de 10 ans, ils ont perdu les 2/3 de leur part de marché mondial. À l'époque, ils exportent dans le monde entier parce que des nouveaux concurrents sont apparus. Des concurrents qui ont été ignorés, voire méprisés par les horlogers suisses. Et une partie de la contre-attaque est venue de la Swatch, est venue d'une innovation. C'est un cas absolument rarissime de voir une industrie ressurgir par un produit emblématique de son histoire, après avoir frôlé la mort. Et le concept initial, qui est formulé par Ernst Thomke, qui est le patron de l'entreprise où la Swatch va naître, c'est une montre de qualité suisse, c'est une montre pas chère, mais pas chère, c'est 60% moins cher que ce qu'on connaît, une montre qui sera produite en série sur un process automatique, et une montre en plastique. C'est-à-dire que ce sont des propriétés, d'abord qui n'existent pas. On n'a jamais fabriqué une montre en série dans l'histoire de l'horlogerie jusque-là.
les Suisses ne font pas de montres en plastique, puisque les Suisses, depuis 200 ans, font des montres dans des matériaux nobles et sont les champions du monde de ce que représente la montre suisse. Il y a une identité du produit portée par les Suisses. Bon. Et puis c'est en plus contradictoire de vouloir faire une montre de qualité suisse pas chère, puisque la montre suisse est chère. C'est-à-dire que quand ce brief a été proposé, il a été rejeté, puisqu'il est impossible à réaliser dans l'état de l'art actuel. Et si jamais on le prend au sérieux, il n'est pas crédible puisqu'il vient violer l'identité de ce qui fait cette industrie qui normalement doit se remettre de la crise des années 70 parce qu'elle en a déjà vu d'autres. Moi j'ai beaucoup travaillé cette question en décrivant la fabrique de l'innovation parce que je ne connaissais rien à la Suisse, rien à la montre. Notamment les crises des années 30 ont été surmontées par l'horlogerie suisse et elle s'en est portée bien mieux après. Donc si on reprend en raisonnant dans les termes d'une relation entre un concept initial impossible et les connaissances que détiennent à l'époque les horlogers suisses, il y a un écart, une disjonction. Les connaissances du noble art horloger mécanique suisse ne servent à rien. Copier les Japonais n'est pas une stratégie. Donc si on fait l'état de l'art de ce que connaissent les Suisses à cette époque, ils sont morts. Puisqu'ils licencient tous les jours, il y a quand même 60 000 emplois qui sont perdus sur 90 000 en moins de 10 ans dans l'arc jurassien suisse. Et aujourd'hui, les gens sont toujours là, ou les enfants des gens sont toujours là, et ils l'ont vécu dans leur chair. Et ça s'est passé très vite. Et donc il a fallu, pour sortir de cette contradiction entre un brief et les connaissances détenues, aller dans l'espace des connaissances, acquérir de nouvelles connaissances. C'est-à-dire que la conception innovante ne se contente pas de l'état de l'art, elle doit faire, au regard du problème initial qui est posé, un état du non-art. Et cet état du non-art, il a commencé, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, parce que ça n'a rien de spontané de se lancer dans... il a commencé par les connaissances plasturgiques. Ça n'a rien de naturel pour des entreprises qui fabriquent des montres à un mouvement mécanique de se lancer dans le plastique. Ça a des explications, ça a une histoire, mais l'acquisition de connaissances sur les polymères va changer la donne. C'est le début de ce qui va permettre un nouveau raisonnement, et ça a pris du temps. En l'occurrence c'est Elmar Mock qui a acquis ces connaissances, et il l'a fait de manière systématique et analogique en regardant des objets qui existaient dans l'industrie en plastique, des objets qui sont soumis à des contraintes fortes, qui sont en plastique, et qui pour certains enferment des mouvements, des systèmes complexes. Et derrière ces images, des jouets, une boîte à neige, une boussole, un phare de voiture, il ne faut pas simplement voir un raisonnement analogique. Tiens, j'imagine faire une montre en plastique où j'aurais un boîtier en plastique, puis un verre en plastique, je mettrai le mouvement en horlogerie, c'est le mécanisme qui permet de donner l'heure à l'intérieur, et puis je trouverai une manière de fixer le verre sur le boîtier, j'en rajoute un bracelet, ça fait une montre. Il y a une analogie, par exemple, entre une boussole fermée en plastique et une montre, mais au-delà de l'analogie, il y a un véritable travail de quelles sont les filières industrielles qui fabriquent ça, comment c'est conçu, qui sont les fournisseurs, combien ça coûte. Une compréhension extrêmement fine de la chaîne de valeur, et ça c'est ramené par l'ingénieur Elmar Mock à l'entreprise qui va inventer la Swatch. Or, le patron de l'époque, Ernst Thomke, va avaliser le projet, mais se lancer dans les connaissances en plastique, ça va avoir un certain nombre d'inconvénients et d'avantages. Ça va ajouter des propriétés très intéressantes. Bon, par exemple, une montre en plastique, dès lors qu'on arrive à souder le plastique, il y a eu beaucoup de débats sur comment on allait fixer le verre sur le boîtier, ils vont le souder, ça fait une montre étanche. Ça a des avantages considérables. Mais ça crée une propriété qui est totalement inconnue jusque-là, une montre soudée ne se répare pas. Or, une montre suisse, non seulement elle s'offre pour la vie, elle est en matériaux nobles, elle est portée par des marques prestigieuses, déjà à l'époque et depuis longtemps, elle se répare. Donc on ne va pas concevoir une montre qui ne se répare pas. Et l'émergence de cette propriété nouvelle a été, c'est traduit par une levée de bouclier dans le processus. Il a fallu prendre au sérieux
cette propriété émergente, retournaient dans l'espace des connaissances pour imaginer un process de fabrication totalement nouveau. Encore une fois, on n'avait jamais industrialisé parce que c'est trop complexe, la fabrication de ces produits, et concevoir une chaîne de fabrication tellement fiable qu'elle produirait en série des montres sans avoir besoin de les réparer. Avec le recul de l'histoire, c'est fascinant parce que c'est toujours la même montre qui est vendue. Ils la lancent en 83 en Europe. Ils en ont vendu 550 millions aujourd'hui. Donc c'est une machine à cash absolument littérale, avec un taux de fiabilité qui a été déterminé face aux contraintes de la plasturgique et de la non-réparation. Mais cet état du non-art, il ne s'est pas limité dans le cas de la Swatch à une montre fiable en plastique et une montre pas chère, ce que les ingénieurs ont été capables d'apporter, mais à l'émergence de nouvelles connaissances. Je ne fais que les évoquer, même si là aussi elles ont une histoire extrêmement passionnante et complexe, parce que ce sont des connaissances qui n'appartiennent pas à l'entreprise qui développe la Swatch, des connaissances en marketing et en design. Les marketeurs de la Swatch qui viennent de l'extérieur, Ernst Thomke, le père de la Swatch, va chercher un Allemand, un Suisse allemand, qui travaille dans la mode américaine, et il va apporter une vision du produit qui est totalement innovante à l'époque, d'un accessoire de mode. On va vendre la montre comme une cravate. En ce moment, avec Elmar Moog, on démarre un programme de recherche sur les montres connectées, qui est en train de... Alors, soit de bouleverser, enfin, c'est en train de partir, et se pose exactement les mêmes mobilisations de connaissances extérieures pour faire émerger des concepts d'usage, des positionnements produits de cet objet qui n'est peut-être qu'un gadget, dont on ne sait pas ce qu'il est, dont on ne sait pas ce qu'il sera, mais qui est peut-être une révolution en cours. Et les designers de la Swatch vont aussi venir de l'extérieur, comme Steve Jobs d'ailleurs l'avait fait pour Apple. Et ils vont venir notamment de la tradition du Bauhaus, de la tradition du mobilier de bureau. Et Thomke va choisir des designers qui vont épurer la forme de la montre pour que finalement on profite des propriétés de l'outil de production en série pour colorer et dessiner les montres en plastique pas cher le plus tard possible sur la chaîne de fabrication. Donc une forme neutre, ce qui singularise la montre, c'est pas sa forme, au sens dont la forme et du style, une définition très très restrictive du design, c'est la manière dont on va la coloriser et dont on va la parer de dessins, de représentations. Et ça, c'est génial. Et c'est pour ça qu'ils ont toujours la même montre aujourd'hui, parce que ça permet d'anticiper sur des modes qu'on ne connaît pas. À isoproduit, eh bien, on a fait bouger la montre en tant qu'objet industriel avec les modes, pour des coûts très faibles. Voilà, avec des milliers de collections, et c'est un succès. Mais c'est un succès maintenant progressivement déclinant. Mais jusqu'à notre travail, il n'y avait pas beaucoup de choses sur la fabrique de cette innovation, voire, ce sera mon mot de conclusion dans un instant, des choses fausses. Alors, raisonner ensemble concept et connaissance, forcer la réunion entre l'idée et la connaissance que l'on détient, mais la connaissance que l'on acquiert. Deuxième principe, et je vais accélérer sur les principes d'émergence de conception innovante, un principe de réutilisation. L'innovation ne fait jamais table rase. Par goût personnel, j'ai toujours travaillé mes sujets au regard de l'histoire, qui permet de comprendre comment ils se sont construits. Au CNAM, on a un bijou qui est le musée des arts et métiers, où je passe au moins une fois par semaine. Et le retour à l'histoire, à la lignée, à la généalogie, offre des solutions pour ceux qui ont à fabriquer en rupture. Je prendrai ici à nouveau, et ce sera la dernière fois, l'exemple de la Swatch. L'une des explications du succès de la Swatch, c'est la réduction de son nombre de composants par deux. Une montre, la Swatch est une montre analogique, donc une montre à quartz qui marche avec une pile. Ça, c'est une montre analogique de luxe. C'est pour ça qu'on n'a pas industrialisé. Qu'on peut pas, ça on ne sait toujours pas robotiser aujourd'hui, des coûts vertigineux, on ne fait pas. Et pour simplifier l'architecture de la montre, les ingénieurs, à droite c'est la Swatch, sont allés chercher dans l'histoire de l'horlogerie, qui est très ancienne, qui remonte en Suisse au XVIIe, au moins au XVIIe, des solutions
que l'histoire avait oublié. Et l'histoire, elle oublie toujours en contexte. Or, en changeant de contexte, il y a des solutions techniques qui deviennent des solutions innovantes. Le table rase n'est pas intéressant non plus, parce qu'on a intérêt à réutiliser des solutions ou des concepts, des connaissances ou des concepts qui fonctionnent, qui ont fait leurs preuves, en particulier si on parvient à les masquer aux destinataires de l'innovation, au client final par exemple. Donc la stratégie de réutilisation, une excellente stratégie de conception innovante, pour ces deux raisons, et dans le cas de la Swatch, elle a permis une réduction drastique du nombre de pièces. Le troisième principe, qui est aujourd'hui très à la mode, même s'il n'est pas formulé nécessairement comme ça, c'est un principe d'expérimentation, ou le paradigme de l'action, qui consiste, quand on avance dans l'inconnu, eh bien, à avancer justement, à privilégier l'action, à passer. Alors là, Pascal Bièvre et ses travaux anciens, nombreux et variés, est un expert de ces sujets, d'une logique de préparation, de planification, d'anticipation, à une logique proactive, d'action. C'est-à-dire que la connaissance ne vient pas de l'anticipation qui permet de faire le cahier des charges nous permettant d'avancer vers l'innovation, mais vient du fait qu'on agit, qu'on produit des choses avec des nouveaux acteurs. Et d'un point de vue managérial, et ça je vais le redire aussi juste avant de finir, ça signifie que les managers n'ont pas intérêt à barrer l'innovation tant qu'elle n'a pas fait ses preuves, puisque pour le coup, l'innovation radicale va s'annoncer sous des formes très imparfaites, voire incompréhensibles, et que pour avancer dans le processus, il faut apprendre, il faut essayer, il faut expérimenter. Et tous les moyens sont bons. Tous les moyens d'expérimentation, l'acquisition, la formation, le partage, la recherche, le prototypage physique, virtuel. Alors là, j'ai mis quelques images de certaines recherches que j'ai menées, ou pas. C'est un sujet qui est à la mode, notamment parce qu'il est lié à l'émergence des tiers-lieux, des Fab Labs, d'espaces collaboratifs où on a non seulement des connaissances improbables qui peuvent se rencontrer, mais on a aussi des moyens de moins en moins coûteux du passage à l'acte. Et notamment du passage à l'acte où un concept devient un prototype compréhensible par des non-experts assez rapidement. J'avais dit que je ne reparlerai plus de la Swatch, mais j'ai reglissé ce transparent. À l'époque, on n'avait pas les moyens de représentation aujourd'hui. Le patron de la Swatch, Ernst Tomke, qui dirige ETA. ETA, c'est le vaisseau amiral de l'horlogerie suisse, toujours aujourd'hui d'ailleurs, mais c'est noyé dans la marque du groupe Swatch qui fabrique les mouvements. Et Mock et Muller, Elmar Mock et Jacques Muller sont les deux ingénieurs qui ont conçu la Swatch, représentent ce petit dessin d'une montre très innovante à leur patron. Et c'est sur cette idée, alors en suisse allemand, c'est une Schnapsidée, une idée de comptoir. Hein. Pascal évoquait la convivialité qui caractérise le colloque de Cerisy. Dans les processus d'innovation, il y a des moments de doute, il y a des moments conviviaux. La Schnapsidée, qui renvoie à des mois, même à des années de discussion des deux compères, elle est traduite en un petit dessin qui est montré dans ce format au grand patron qui sait le lire, parce qu'il a des connaissances en micro-horlogerie, il voit des choses qu'il n'a jamais vues. Il voit que là où sa R&D de 500 personnes ne lui a jamais rien proposé d'innovant, il y a deux ingénieurs qui sortent de nulle part, qui lui représentent quelque chose. Derrière ce crowbar, il y a les propriétés innovantes de la Swatch, notamment dans l'architecture mécanique, et il va défendre, c'est-à-dire que la représentation est imparfaite. Derrière, ils vont pouvoir expérimenter, prototyper très vite, ça va leur laisser 6 mois. Au-delà, ça signifie que les représentations qui sont données à voir aux dirigeants de ce qui peut éventuellement devenir une innovation de rupture, au moment où elles le sont imparfaites, je le disais, mais peuvent être d'une grande laideur. Il faut être capable de s'engager, et donc d'engager des financements, sur la chrysalide qui peut éventuellement devenir un papillon. Nous, on a en ce moment des travaux de recherche engagés sur les processus de décision et en particulier sur les outils d'évaluation dans ces phases très amont. Le management, si on prend un management classique de type direction financière, direction commerciale, qui se voit proposer une chrysalide, dit c'est pas beau, ça va jamais marcher, ça passera pas en magasin.
on tue l'innovation. On tue la possibilité d'agir, d'expérimenter. Pour faire bouger la chrysalide, roadmapper des concepts et des connaissances et redonner au comité dans lequel il y aura forcément la direction de marque et financière d'autres possibilités de se décider. Je signale en passant que des acteurs aussi innovants que Frank Gehry ou Between, Between c'est moins vrai que Frank Gehry, mais Frank Gehry appelle ces prototypes, ces phases amont d'expérimentation des Shrek, et Between, mais il a repris un mot qui traite sur pas mal de centres d'ingénierie, parle pour ces prototypes de phase très amont des monstres, avec cette jolie ambiguïté du mot monstre. Bon, ça peut être le truc qui fait bien, on va jamais marcher, jamais le client achètera un monstre, mais il y a des monstres gentils, et puis les monstres se transforment. En tout cas, sur ce troisième principe, il y a la nécessité de produire par l'action. Enfin, et je termine là-dessus, alors ça c'est un chantier monumental auquel l'Open Lab contribue directement. L'innovation suppose des formes d'organisation nouvelles. Alors dit comme ça, c'est très banal. On va en rediscuter si vous le souhaitez. Bon, il est banal aussi de constater, le recul historique nous le prouve au centuple, qu'on n'innove pas seul. Par contre, les systèmes collaboratifs actuels permettent, à moindre frais, de systématiquement élargir les collaborations. Donc on accède à des connaissances, à des concepts qui sont de plus en plus distants, de plus en plus improbables. Il y a une dizaine d'années, on s'intéressait à des formes plus innovantes, mais dans le système industriel classique, on y donne avec ses clients, ses fournisseurs, avec ses concurrents. On voit un élargissement des systèmes collaboratifs de l'innovation. Et on voit aussi un élargissement qui pousse les frontières hors système. C'est ça qui est très intéressant dans les tiers-lieux, comme les Fab Labs. On voit des retraités, ingénieurs, des retraités d'un ingénieur, on voit nos enfants, on voit des poètes, on voit des hackers. Je vous renvoie à la lecture passionnante de L'âge du fer, FIRE, de Michel Dalban, ça vient de sortir au Seuil. C'est une histoire californienne, c'est un titulaire de la chaire de sociologie du travail du CNAM. Il a passé 1 an et demi en Californie à faire un terrain sur les Fab Labs californiens, qui ont inventé l'esprit Fab Lab, et les Américains d'ailleurs s'en servent pour le diffuser. Bon, il y a aussi beaucoup à dire sur la manière dont on gouverne, notamment pour les petites entités dans les grandes entreprises, mais aussi les PME, les activités de conception innovante. Alors, je n'en dis rien à ce stade, si vous souhaitez, on peut reprendre la discussion. Ça renvoie tout de même à ce que je disais sur les critères de jugement inadaptés. Juger une innovation, une exploration sur des critères de l'exploitation va la tuer et à coup sûr l'empêcher de se développer. Et il y a aussi toute une dimension géographique, physique de la conception innovante. Alors les grandes entreprises high-tech se vantent sur la côte californienne d'investir des milliards de dollars dans des nouveaux locaux. Il y a une problématique spatiale de comment on s'organise physiquement. J'évoquais à l'instant les tiers-lieux, les Fab Labs, et ça fait partie des sujets de la réorganisation. L'organisation, ce n'est pas simplement la mise en commun, en collaboration de contributeurs à l'innovation, c'est aussi la manière dont ils se gouvernent et l'endroit, les espaces réels ou virtuels où ils travaillent ensemble. Et on voit bien qu'il y a des organisations traditionnelles de la conception qui sont pour une bonne partie héritées de la conception réglée. Et il y a des mots nouveaux, des expérimentations qui émergent autour de la conception innovante. J'ai mis Open Lab à dessein, j'ai mis tiers-lieu. Ce que disait Pascal en citant les travaux de nos collègues de Montréal sur les communautés de pratique est absolument passionnant. Parce que dans le cas d'Ubisoft, Ubisoft conçoit les communautés de pratique au-delà de l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est pas simplement que les programmeurs de jeux vidéo soient des geeks en communauté chez Ubisoft, mais qu'ils sortent des plateaux de conception du boulevard Saint-Laurent pour aller là où ça se passe à Montréal, dans les espaces, dans les tiers-lieux collaboratifs, où le reste de la communauté, de ces geeks, mais aussi d'autres communautés, de communautés très créatives dans des domaines très variés, se rencontrent.
C'est d'ailleurs comme ça que Ubisoft a innové sur des musiques de jeux, où des programmeurs ont rencontré dans des tiers-lieux de Montréal des musiciens innovants et ont réussi à changer le cahier des charges du jeu pour coller à une tendance qui était en train d'émerger pour le plus grand succès du jeu. Bon, l'effort de start-up interne pour les grands groupes, ingénierie avancée de corporate venture, beaucoup de choses sur les plateformes d'innovation, à mon avis, à boire et à manger, mais il y a aussi un business qui s'est monté. Alors, pour tenir les délais conclus, deux mots. Bon, d'abord rappeler, je ne vais pas donner beaucoup d'exemples de grandes entreprises nord-américaines, que dans ces processus, et les études le prouvent, quelle que soit la perspective par laquelle on les considère, il y a beaucoup d'échecs. Et ça ne fait que renforcer les logiques d'expérimentation rapide. Comme il y a beaucoup d'échecs, il y a nécessité de passer à l'acte souvent le plus tôt possible pour réallouer les ressources. Quand on regarde les blockbusters d'une entreprise comme Apple, ils sont très peu nombreux. De ce point de vue, les stratégies sur les montres connectées sont intéressantes à regarder. Et puis, alors ne soyez pas choqués, mais j'emprunte ce transparent à Elmar Mock, qui est un provocateur né. Le programme de l'Open Lab amène des entreprises très variées, innovantes, très ancrées dans le territoire, dans leur business, à travailler entre elles, à travailler avec des chercheurs. Quand on s'intéresse aux matériaux grand public ou pédagogiques qui sont disponibles, alors pour nous, les enseignants, pour enseigner l'innovation par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont refaites, retraduites. Il y a beaucoup de travail de storytelling, pour utiliser un anglicisme. Ça peut ne pas poser de problème, par exemple, d'utiliser des histoires fausses pour enseigner la fabrique de l'innovation. Là où ça commence à poser des problèmes, c'est quand l'erreur est moins intéressante que la vérité. Alors c'est ce qui s'est passé dans le cas de la Swatch. La vraie histoire de la Swatch qu'on raconte dans la fabrique d'innovation n'a rien à voir avec la version officielle. Le groupe Swatch nous envoyait balader, nous renvoyons la version officielle, qui est celle de l'invention par Nicolas Hayek, donc un leader charismatique qui a eu la vision et qui a de la vision imposée à l'entreprise de la développer. Sauf que Hayek, il est arrivé en 86 au pouvoir et la Swatch, elle arrive sur le marché en 83. Donc la chronologie ne correspond pas. Mais après, avec effacement ordonné de l'histoire, on réécrit les... Bon. Mais c'est pas très grave, surtout maintenant qu'on a fait le boulot. Du point de vue de l'Open Lab, il faut s'intéresser, je crois, mettre en commun vos ressources pour s'intéresser aux pratiques. Le Kama Sutra de l'innovation est bien plus intéressant que les histoires de princesses. Pour comprendre comment les espèces se reproduisent, on peut procéder de différentes manières. Vous avez une occasion vertigineuse d'étudier ensemble des pratiques, y compris des pratiques sur lesquelles vous êtes coincés, et je fais l'hypothèse que sur les sujets les plus innovants, les plus en rupture, vous ne savez pas faire, vous ne savez pas comment faire. Mettez à plat en estime, en confiance ces difficultés, intéressez-vous aux manières dont les choses se passent, quitte dans une diffusion ultérieure à reconstruire en partie les histoires à des fins pédagogiques. Et je crois qu'on a vraiment intérêt à échanger au bon niveau, à échanger au niveau des pratiques. Et je souhaite aussi que cette Open Lab soit une expérience d'enseignement, de diffusion de vos travaux sous la forme de cours, de produits. On a un vrai problème en innovation qui est de parler d'innovation, d'enseigner l'innovation, et ces expériences de terrain, ce maillage des pratiques doit se traduire par des formats pédagogiques nouveaux, adaptés. Les cas des entreprises que tu as présentés sont passionnants et ils vont nous changer dans les manuels français francophones des cas des grandes entreprises américaines dont on nous rebat et pour lesquelles la plupart du temps c'est du storytelling qui a été mis en œuvre. Il n'y a pas de chercheurs qui sont allés chez Apple étudier la manière dont les grandes innovations se sont faites. On a des versions officielles, journalistiques de ces fabriques d'innovation. Voilà ce que je voulais vous dire dans ce premier élan pour
poursuivre avec une discussion. Merci de votre attention.